CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. On est le jeudi 25 février. Gérard Leclerc, vous recevez ce matin Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Bonjour, Aurore Bergé. Bonjour. Le maire de Bron insulté, sa voiture cassée, c'est pas la première fois. Il y a de plus en plus de violence contre les élus. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a malheureusement une violence qui s'est accrue dans la société de manière générale et les élus sont aussi en première ligne face à cette violence. Nous, on l'a été parlementaires. Vous vous en souvenez sans doute pendant les mobilisations dites des Gilets jaunes où on a vu des balles être tirées. Mais là, c'est une période un peu particulière. Là, on voit c'est un maire, je ne vais pas dire un simple, un maire d'une ville. Malheureusement, ce n'est pas le premier maire qui est victime de violences. Elles sont systématiquement intolérables. Vous savez, quand on a examiné la loi sécurité globale, on en a beaucoup parlé parce qu'on a parlé d'un article en particulier qui était l'article 24. Mais il y avait aussi des dispositions qui visaient à renforcer aussi les sanctions quand ce sont des menaces, quand ce sont des violences à l'encontre de ceux qui sont aussi dépositaires d'une forme de force publique et que sont les élus et en particulier les élus locaux. Donc je pense qu'il y a à la fois le fait d'évidemment systématiquement dénoncer ces violences qui sont et restent intolérables, quels que soient les élus qui sont concernés, aussi renforcer l'échelle des sanctions et puis on compte aussi sur la réponse pénale. C'est-à-dire il faut derrière que la justice suive et qu'elle soit exemplaire à chaque fois que ce sont des élus, des forces de l'ordre, des pompiers qui sont attaqués. Je crois que la réponse pénale doit être au niveau au regard des violences qui sont perpétrées. La Covid, conférence de presse très attendue aujourd'hui de Jean Castex dans un climat alarmant. Gabriel Attal a dit hier que la situation se dégradait, qu'elle était préoccupante dans une quinzaine de départements. Il y a les reconfinements locaux à Nice, à Dunkerque. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de perdre son pari? Est-ce qu'il ne va pas être obligé de reconfiner au niveau national? Je crois déjà qu'il n'y a pas de pari en la matière. La question, c'était... Quand Emmanuel Macron a décidé de ne pas reconfiner il y a 3 semaines, beaucoup de scientifiques disaient qu'il fallait le faire. Lui dit non, on ne le fait pas. Je ne dis pas que c'est un pari, parce qu'il n'y a pas de jeu, c'est pas comme ça qu'on travaille sur des questions sanitaires. Par contre, il y a un choix qui a été fait par le président de la République qui est de dire tant qu'on peut trouver des solutions alternatives efficaces à un reconfinement généralisé, dont on sait qu'il est coûteux humainement, qu'il est coûteux socialement, qu'il est coûteux économiquement, alors il faut tout tenter. Et on ne peut pas tout de suite aller vers un reconfinement parce qu'on sait les contraintes supplémentaires que ça impose aux Français. Et donc, des mesures alternatives très fortes et déjà contraignantes ont été mises en place, que ce soit le couvre-feu généralisé ou des reconfinements locaux, parfois le week-end, parfois même en semaine, quand la situation est trop tendue. Il y en aura d'autres, il faut continuer dans cette voie-là. Moi, je crois qu'en effet, avoir cette possibilité de différenciation là où la situation est encore plus tendue qu'ailleurs, mais elle est tendue partout. La situation, le virus, il continue à circuler. Il y a eu aussi les vacances scolaires, il y a eu des déplacements de population et donc le virus circule mécaniquement avec nous. Et donc, par contre, là où il est possible d'aller plus loin pour éviter que tout le pays soit reconfiné, je crois que c'est nécessaire. Donc une démarche territorialisée avec ce fameux couple maire-préfet. On se demande d'ailleurs pourquoi on ne l'a pas mis plus tôt. Est-ce que ça ne pourrait pas jouer aussi dans l'autre sens? Par exemple, il y a des régions qui sont très peu impactées, comme la Bretagne. Pourquoi ne pas desserrer les restrictions? Pourquoi, là, ne pas rouvrir les musées, les salles de spectacle? Pour des raisons évidentes de circulation du virus. Il y en a très peu, justement, en Bretagne. Oui, et vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, au lendemain des vacances scolaires, au lendemain de l'été, au lendemain de Noël, on nous disait au contraire, attention, la situation, elle se retend. On s'en souvient, en septembre, alors que à l'été, la situation était très contenue en Bretagne, on a vu un pic épidémique mécanique du fait des mouvements de population pendant les vacances. Donc, si c'est pour desserrer pendant une semaine et prendre le risque que derrière la situation ne soit plus contrôlable, je pense que là, on prendrait un risque inconsidéré. Donc, je résume, on ne dessert pas. Au contraire, on fait des confinements locaux là où c'est nécessaire, mais pas de confinement national. On a une situation qui reste extrêmement préoccupante, malheureusement. Donc, là où il faut aller plus loin parce que la situation est trop risquée. Alors oui, on peut prendre des décisions locales plus fortes. C'est d'ailleurs ce que demandent eux-mêmes les élus locaux. C'est ce que demandait le maire de Dunkerque, c'est ce que demandait le maire de Nice. Donc on travaille en coordination et en lien avec les élus locaux pour mettre en place ces décisions-là. Aurore Bergé, quelle pagaille, quelle cacophonie chez les députés, mais surtout au gouvernement. On l'a vu successivement avec l'affaire de l'islamo-gauchisme, les cantines lyonnaises, série de prises de bec. C'est inquiétant, non? Est-ce que ça fait désordre? Est-ce que la Macronie n'est pas en train tout simplement d'exploser entre son aile droite et son aile gauche, le fameux et de droite et de gauche? Écoutez, si vous pensez que
la Macronie, comme vous dites, va exploser sur un plat végétarien. Je crois que c'est un peu Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a excessif. l'islamo-gauchisme à l'université. Il y a toute une série d'exemples. Écoutez, la ministre de l'Enseignement supérieur a tenu des propos très clairs au regard d'une situation qui existe et sur laquelle elle n'a pas voulu fermer les yeux. Je crois que c'est nécessaire. D'ailleurs, les Français lui donnent raison de manière très nette. Oui, mais on a vu des ministres qui la défendaient. Vous l'avez défendu. On a vu des ministres, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer la défendre. Et puis, à côté de ça, eh bien, on a d'autres, de certains qui disent, de toute façon, c'est pas très important. Et on a le numéro 1 de La République En Marche, Stanislas Guerini, qui signe une tribune avec d'autres dans le monde, où il prend ses distances, je le cite, avec les contempteurs de l'islamo-gauchisme qui remplacerait la droite. Clairement, il dit que tout ça, c'est n'importe quoi et qu'il ne faut pas s'y prendre comme ça. C'est ennuyeux, c'est le responsable de votre parti. Oui, mais vous voyez bien que la tribune est quand même plus équilibrée que ce que vous en dites. Moi, vous connaissez très clairement mes positions sur ce sujet-là. Moi, je considère qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la vie politique française, qu'il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui préoccupent nos concitoyens. Il y a malheureusement une explosion de la pauvreté, il y a des conséquences sociales de la crise, il y a des acteurs qui continuent à souffrir parce que leurs secteurs sont aujourd'hui fermés, le monde de la culture, de l'hôtellerie, de la restauration, la question de l'emploi. Ça, je crois que ce sont les préoccupations immédiates des Français. Mais ce n'est pas parce qu'on a ces préoccupations d'urgence qu'on ne doit pas voir aussi une situation rampante dans la société qui est aussi malheureusement liée à ces phénomènes identitaires qui peuvent exister, à cette lecture, cette nouvelle grille de lecture que certains veulent imposer à la société française, qui serait racialiste, qui renverrait chacun à sa communauté d'origine comme si on n'avait pas les moyens de s'en sortir. Moi, j'ai adhéré à La République En Marche parce qu'il y avait une promesse fondamentale qui était la question de l'émancipation. Se dire qu'on n'était pas assigné à résidence. C'est pas parce qu'on était une femme que malheureusement on devait souffrir de misogynie tout au long de sa vie. C'est pas parce qu'on était né dans tel ou tel quartier qu'on devait être lié à ce qu'on croirait qu'il devrait se passer dans ce quartier. C'est ça notre combat. Mais il faudrait peut-être éviter que les ministres se contredisent et disent des choses différentes, non ? Mais ce combat-là, il est mené partout. Il est mené par la ministre de l'Enseignement supérieur, aussi quand elle dénonce des phénomènes qui sont malheureusement inquiétants et qu'on doit pouvoir objectiver, parce qu'à un moment, on ne sait même plus de quoi on parle si on n'objective pas les phénomènes. Donc ça, je crois que c'est nécessaire. Il est mené par le ministre de l'Éducation nationale, parce que quand on dédouble les classes, on repérait plus. Ça, c'est une vraie politique sociale. Donc je crois que partout où on doit mener ce combat d'émancipation, il faut le faire. Il ne faut pas non plus avoir peur des mots pour le faire. Alors justement, sur cet islamo-gauchisme à l'université, les Insoumis ont écrit aux autres formations de gauche pour organiser, alors je les cite, la riposte face à une dérive autoritaire menaçant les libertés publiques. Ils vous comparent à Viktor Orban en Hongrie. Écoutez, je vois qu'ils ont toujours le sens de la mesure qu'on leur connaît et qu'on leur reconnaît malheureusement. Je ne crois pas que ce courrier nous ait été adressé de fait. Formation de gauche, ils l'ont adressé. Je vois surtout pas en vérité ce qu'ils visent. S'ils ont, eux, envie soit d'agir avec naïveté, soit d'agir avec complaisance, soit d'agir avec clientélisme, ça les regarde. Mais moi, ce n'est pas la société que j'ai envie de laisser demain et après-demain. Par contre, malheureusement, dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de situations, ils ont participé à laisser pourrir cette situation. Et j'espère que la gauche, elle, parce qu'il y a aussi des gens qui sont des vrais laïcs, des vrais républicains à gauche et qui continuent à porter ce combat. Et tant mieux, parce que plus on sera nombreux à le porter, quelles que soient nos formations politiques, mieux ce sera. Donc moi, je ne veux pas qu'il y ait que certains, ici à La République En Marche, ici à droite, ici à gauche. Je veux que toutes les formations politiques, à un moment, clairement, regardent la situation de notre pays tel qu'il est. Alors, vous évoquez tout à l'heure d'autres priorités, notamment celle de la situation des étudiants, qui sont souvent en détresse matérielle et psychique, mais en même temps, vous refusez le RSA jeune, vous refusez un minimum jeunesse pour les étudiants. Pour les étudiants, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est d'abord, évidemment, pour ceux qui sont les plus fragiles économiquement, continuer à les soutenir. On a augmenté les bourses, on a maintenu les APL, on a mis en place les repas à 1 € dans tous les crous. Ça suffit, ça, c'est la... Non, mais d'abord, il y avait une situation d'urgence. Il y avait un certain nombre d'étudiants qui ont du mal tout simplement à se nourrir, à s'alimenter. Donc, quand vous n'avez plus que 1 € à débourser pour pouvoir avoir une alimentation de qualité, je crois que ça, c'était essentiel à faire. Quand vous avez un risque sur votre logement, il fallait évidemment
maintenir les APL, il fallait augmenter aussi les bourses. Et il y a même des bourses d'urgence de 500 € supplémentaires qui sont mises en place. Par contre, si l'avenir qu'on prédit à la jeunesse, c'est de dire qu'en fait, ils ne pourront pas intégrer le marché du travail, qu'ils ne pourront pas s'insérer professionnellement, qu'ils n'auront pas d'autre place dans la société que celle d'une allocation qui leur sera donnée, non, moi, ce n'est pas ça que je souhaite pour les étudiants de notre pays. Notre responsabilité, c'est laquelle? C'est de dire que même si vous êtes aujourd'hui étudiant, même si aujourd'hui vous êtes en voie d'insertion professionnelle, la crise ne vous condamne pas à échouer. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce discours-là, ces actes-là fonctionnent. On voit qu'on a battu tous les records en 2020 sur la question du nombre d'apprentis dans notre pays. Alors qu'on aurait pu penser qu'avec la crise, avec le bouleversement que vivent nos entreprises, elles auraient pu reculer sur l'apprentissage. C'est l'inverse qui s'est passé. Donc, encore une fois, la voie de l'émancipation, c'est le travail, c'est la place qu'on a dans une société, c'est pas une allocation. Je reviens sur l'islamisme. Vous avez vu que le Conseil d'État estime que l'apologie du terrorisme n'est pas suffisant pour retirer le droit d'asile. En l'occurrence, là, il s'agit d'un réfugié tchétchène qui a été condamné à 4 reprises. Marine Le Pen, Éric Ciotti s'en sont émus. Est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce qu'il faut changer la loi? J'ai été interpellée par cette décision, à mon avis, comme beaucoup de Français qui ne la comprennent pas. On voit régulièrement des personnes qui, elles, mériteraient de pouvoir avoir accès au droit d'asile. Je pense à des femmes qui sont victimes de violences, je pense à des réfugiés politiques qui sont victimes de persécutions. Et eux doivent être absolument prioritaires pour continuer à être accueillis dans notre pays. Mais ceux qui font l'apologie du terrorisme, c'est vrai, mais c'est là qu'en effet, c'est un problème. C'est-à-dire, encore une fois, on doit pouvoir continuer à accueillir. C'est notre grande différence avec le discours de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Moi, je considère en effet qu'on doit pouvoir continuer à accueillir celles et ceux qui sont des réfugiés politiques. Mais je considère aussi qu'à un moment, on ne peut pas accueillir ceux qui, dans notre pays, malheureusement, le menacent de manière assez évidente. Donc il faut changer la loi. J'ai été interpellée par cette décision et je pense que ça mérite peut-être, en effet, qu'on y regarde de plus près. Alors, vous concernant vous personnellement, le rappeur Medine porte plainte contre vous. Il vous demande des excuses parce que vous l'avez qualifié de rappeur islamiste. Il dit c'est pas du tout mon idéologie. C'est une phrase qui a été sortie de son contexte. Est-ce que vous lui présentez ses excuses ce matin? Alors non, je ne présenterai pas d'excuses ce matin. C'est un sujet sérieux. On a malheureusement des terroristes islamistes qui ont frappé dans notre pays, qui ont tué un certain nombre de Français. Et encore une fois, par naïveté, par complaisance, par clientélisme, on a aussi permis que ces théories puissent prospérer dans notre pays. Moi, la seule chose que j'ai dite, c'est quoi? C'est qu'on ne devait pas accepter cet entrisme à l'université ou dans nos grandes écoles, puisqu'il avait été invité à y faire une conférence, alors qu'il avait, dans ses paroles de chanson, appelé à, je cite, crucifier les laïcards. Crucifier les laïcards, je considère que c'est un appel au meurtre et je considère que ma liberté d'expression et ma responsabilité en tant que députée, c'est de dénoncer ces dérives qui sont extrêmement graves. La justice, ce n'est pas un bâillon. Et je refuse que ma liberté d'expression soit sapée par ceux qui, eux, ont considéré qu'il fallait appeler au meurtre contre les laïcs dans notre pays. L'écriture inclusive, vous faites partie de la soixantaine, je crois, de députés qui ont déposé une proposition de loi. C'est un marcheur qui est à la tête de cette initiative. Gabriel Attal vient de balayer ça en disant que ce n'était pas une priorité. Alors, c'est une proposition de loi, donc de toute façon, ce sont les parlementaires qui sont libres de proposer. Et vous pourriez quand même justement aller au bout. La différence, le projet de loi est déposé par le gouvernement. Contre l'avis du gouvernement. Le gouvernement n'a pas dit qu'il était contre. Je peux comprendre, en effet, et je vous le disais moi-même, en effet, l'urgence, elle est sur la question de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, de la situation des jeunes. On s'en doute bien. Et quand on dépose cette proposition de loi, quand on co-signe cette proposition de loi, on ne dit pas, on demande instamment de le mettre en haut de l'agenda. Par contre, on considère que oui, c'est un sujet. D'ailleurs, vous savez, c'est un sujet ce qui nous interpelle, c'est d'abord les personnes en situation de handicap. Ce sont les associations de personnes handicapées qui ont dit, nous, ça commence à nous poser des vraies difficultés. Parce que si demain l'administration écrit dans cette langue-là, eh bien, nous, on ne peut plus avoir accès à un certain nombre de documents. Donc, ce qu'on dit juste, c'est que si chacun, dans un contexte privé, veut écrire de cette manière-là, quelque part, c'est sa responsabilité. Par contre, l'administration, elle doit écrire en français et dans la langue française que l'on connaît et que l'on reconnaît. Et donc vous allez continuer à porter cette proposition, Elle a été déposée et moi j'espère évidemment qu'elle pourra être débattue. Je l'ai co-signée, on a été nombreux à la co-signer. Et donc qu'il y ait un débat, qu'elle soit adoptée avant 2022.
On verra en termes de calendrier. En tout cas, moi, je vous dis, je l'ai co-signée. Donc, si elle est présentée, évidemment, je la voterai. La proportionnelle aux législatives, François Bayrou continue, il y tient, il se montre insistant. Il a le soutien d'un certain nombre de partis, le Rassemblement national, les Verts, le Parti communiste. Pourquoi ne pas instaurer au moins une dose de proportionnelle législative? On a pris un engagement au moment de la campagne présidentielle. Oui, c'était une promesse d'Emmanuel Macron en plus. L'engagement, c'était lequel? C'était de dire qu'il y avait une réforme constitutionnelle globale qu'on devait faire. On devait intégrer une dose de proportionnelle pour qu'il y ait en effet plus de représentativité au sein de l'Assemblée nationale. On devait réduire le nombre de parlementaires. On devait revoir un certain nombre de modalités d'organisation aussi de la vie parlementaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme, elle est bloquée. Le Sénat, Gérard Larcher, refuse de diminuer le nombre de parlementaires. Or, la logique, c'était aussi cette coordination entre moins de députés et de la proportionnelle. Donc, je pense que la question, elle doit mériter d'être posée, mais que c'est compliqué de faire une réforme partielle. Donc, il n'y aura pas de réforme avant 2022, vous êtes en train de nous dire. Moi, je vous donne ma position personnelle. Je vous dis que soit on fait une réforme complète, qui est celle que nous avions présentée aux Français, mais pour cela, il faut aussi que le Sénat accepte de bouger, de se moderniser. Il n'y aura pas de réforme. Soit, en effet, je considère que c'est un peu compliqué de faire une réforme à moitié et de le faire à quelques mois de la présidentielle. Aurore Bergé, merci. Bonne journée. Romain, c'est à vous.